Je crois qu'on peut formellement commencer et les gens qui se joindront à nous en cours de route, là, on pourra les admettre. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire de lancement d'un important événement que l'ICA tiendra les 7 et 8 juin, un forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes et la contribution de l'éducation des adultes au bien public et au bien commun. Je suis Daniel Barry, directeur général de l'ICA, mais l'essentiel des présentations de notre activité, l'événement, la démarche vers le forum lui-même, va être faite par Émilie Tremblay et Jessica Duvivier, les deux professionnels de l'équipe de l'ICA qui ont la responsabilité d'organiser le forum. Le contexte très général de notre événement se place dans le cadre d'une société extrêmement exigeante en termes de connaissances et de compétences chez les adultes, liées à l'emploi des gens, mais dans nos vies personnelles, nos finances personnelles, notre rôle parental, notre rôle de citoyen, notre rôle de consommateur, le vivre ensemble dans une société riche d'une diversité, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de pression sur les adultes, sur les connaissances et les compétences des adultes. Et dans cette optique-là, ça devient pertinent de réfléchir sur l'éducation des adultes comme bien public et bien commun, d'aller ressourcer notre vision de l'éducation des adultes dans ses grandes valeurs, dans ses grands principes, pour être capable après de contribuer au débat social sur l'éducation des adultes, mais surtout au développement de politiques et d'une action gouvernementale en éducation des adultes. Et c'est pas un hasard que notre événement, on l'a situé dans la première année d'un nouveau gouvernement. C'est pouvoir être en amont du processus de réflexion du gouvernement. Et c'est d'autant plus pertinent parce que présentement, le gouvernement du Québec n'a pas de cadre général ou de politique en éducation des adultes. On n'a pas la vision générale du gouvernement en éducation des adultes, à l'exception de ce qui peut toucher les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, entre autres dans le secteur de l'État lui-même. Et pour ceux qui auraient pris connaissance de l'intervention de M. Drainville aujourd'hui, on est le 26 janvier, donc les priorités que le ministre a fait valoir pour le début de mandat, l'éducation des adultes n'est pas présente dans le menu. Donc, d'autant plus important d'avoir un événement qui aura le bénéfice d'avoir une table vide devant lui et non pas des objets particuliers. Et finalement, pour l'ICA, cet événement, sa démarche préparatoire qui lui sera présentée tout à l'heure et l'événement lui-même, donc, sera un moment fort. On souhaite créer un momentum. Et on a pris le thème de bien commun, bien public, parce que c'est un thème qui est une porte d'entrée très, très large, qui permet à tout le monde dans le réseau public, dans le monde communautaire, dans la société civile, de pouvoir entrer dans le débat. Mais ceci dit, c'est des questions complexes. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'ensemble de la population sous l'angle du bien commun en éducation des adultes? Et aussi ces concepts-là eux-mêmes, que veulent-ils dire? Comment on les définit? Comment on les applique concrètement? Comment on s'en sert comme guide dans le développement des politiques? C'est tout ça qu'on veut faire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet événement, puis je souhaite que tout au long du processus qui va vous être présenté tout à l'heure jusqu'au forum et pendant l'événement, vous aurez l'occasion d'y participer, puis vous aurez l'occasion aussi d'utiliser notre démarche à l'interne, dans vos réseaux, dans vos milieux, pour susciter cette réflexion plus de fond sur le rôle irremplaçable que l'éducation des adultes peut jouer dans une société très complexe. Je cède la parole à Émilie Tremblay et Jessica Duvivier qui vont prendre le relais puis nous guider dans la présentation de l'événement. Émilie? On ne t'entend pas, Émilie. Ton micro n'est pas ouvert, Émilie. Oui, ce qui est très important. Alors, C'est bon. bonjour tout le monde. Je disais juste, je vais juste prendre une toute petite minute pour vous partager mon écran. Ce sera pas bien long. Voilà. Donc, j'imagine que tout le monde voit bien le partage d'écran. Oui. S'il n'y a pas de commentaire, donc ça veut dire que tout le monde devrait bien le voir. Alors, merci beaucoup, Daniel. Donc, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire de présentation puis de lancement de la démarche vers le forum, mais aussi du forum lui-même, dont on va également vous parler.
Donc, c'est ce qu'on va présenter majoritairement pour vous expliquer quelle est cette démarche vers le forum. On va également mettre au jeu quelques idées également sur le bien public et le bien commun. Ce n'est pas une présentation complète et détaillée sur ces notions-là, mais c'est juste pour ajouter à la présentation, donner quelques idées quand même depuis qu'on réfléchit puis qu'on travaille sur cette question-là. Donc, c'est un petit peu l'état où on en est arrivé, mais ce n'est pas... on ne présente pas, voilà, la définition qu'il faut absolument avoir sur ces notions-là nécessairement. On va également avoir un échange avec Michel Briand, davantage sur les communs en éducation des adultes. Donc, il va nous présenter vraiment des exemples de pratiques sur les communs. Il sera avec nous normalement à peu près vers 12h30. On n'est pas dans le même fuseau horaire. Il est en France actuellement, puis il avait une journée aussi assez chargée. Donc, on a trouvé un petit moment pour qu'il puisse venir nous rejoindre dans ce webinaire. Puis, bien entendu, à la fin, il y aura une période d'échange puis de questions. Si vous avez des commentaires, des suggestions sur tout ce qui aura été présenté, donc ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Donc, le forum, comme le disait tout à l'heure Daniel, donc l'idée, c'est vraiment de réunir une diversité d'acteurs et d'actrices du monde de l'éducation des adultes pour justement introduire ces notions-là de bien public et de bien commun, se les approprier, les approfondir également ensemble entre toutes les personnes qui proviennent de secteurs, de lieux d'éducation et de formation des adultes. L'idée aussi, c'est de construire des orientations partagées puis de pouvoir identifier ensemble des chantiers pour peut-être une nouvelle politique d'éducation des adultes ou un nouveau cadre en éducation des adultes. Donc, c'est un forum qui va se tenir sur 2 jours avec vraiment une première journée pour s'approprier ces notions-là, identifier aussi des enjeux puis des préoccupations qui tournent autour de ces notions-là. Donc, si on parle du bien commun en éducation des adultes, qu'est-ce qui est nécessaire qu'il y ait? Un financement, par exemple, un financement adéquat, d'avoir des politiques ou des mesures de conciliation famille-travail. Donc, il y aura certainement un ensemble d'enjeux et de préoccupations qui vont ressortir de la démarche vers le forum, puis qu'on va intégrer à la première journée du forum. La deuxième journée, ça va être davantage de penser la contribution aussi de l'éducation des adultes au bien public et au bien commun et d'avoir toute une partie pour construire des orientations ensemble, comme je le disais tout à l'heure, et d'identifier des chantiers sur lesquels peut-être on aimerait et on espère que des gens voudront s'impliquer et travailler collectivement ensemble. Donc ici, c'est une petite diapo qui reprend un peu ce que je viens de dire, qui montre que dans le fond, dans le forum, on souhaite vraiment qu'il y ait une sorte de progression dans la réflexion puis dans l'action. C'est important, on en parle depuis longtemps, le bien public et le bien commun, depuis qu'on a décidé de faire ce forum-là, puis ce qu'on voit à chaque fois, les discussions qu'on a dans les instances ou avec des partenaires ou avec d'autres acteurs ou actrices, c'est que c'est pas simple comme notion, ça implique beaucoup de choses, il y a beaucoup de définitions. Donc, c'est important de faire vraiment un travail d'appropriation, puis que tout ce qu'on a fait dans la démarche que je vais présenter tout à l'heure, donc on puisse le réinvestir dans le début du forum et aller jusqu'à vraiment travailler sur de possibles chantiers, des chantiers à travailler, on le souhaite, de manière collective. Donc, la démarche collaborative vers le forum. J'ai pris les choses à l'envers pour commencer d'abord par parler de l'événement, juste pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Et puis maintenant, cette démarche-là vers le forum, on pourrait dire en quelque sorte qu'on s'est inspiré de la démarche vers Confintea. Donc, il vient d'avoir en 2022 la Conférence internationale sur l'éducation des adultes, puis comme elle se tient aux 12 ans, il y a toute une démarche de préparation vers cette conférence-là. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on s'inscrit avec une démarche vers le forum pour préparer le forum, mais aussi essayer le plus possible de le construire en commun. Donc, c'est pourquoi on a mis en place toutes sortes d'étapes pour prendre le point de vue des gens, prendre leurs préoccupations, les entendre, essayer d'en discuter, réfléchir ensemble, puis essayer, dans cette démarche-là également, de rejoindre plus largement le monde de l'éducation des adultes. Au sein de l'ICA, on a des partenaires dans toutes sortes de secteurs et de lieux, mais il y a aussi des lieux qu'on rejoint moins, qui en font partie, qui ne se présentent pas toujours comme faisant justement de l'éducation et de la formation des adultes. Je pense au Fab Lab, par exemple, même aux bibliothèques.
mais qui contribuent bien entendu à l'éducation, à l'apprentissage des adultes. Donc, une volonté vraiment de co-construire cet événement-là. Donc, c'est pourquoi on a mis en place, par exemple, un comité conseil qui réunit une diversité d'acteurs en éducation des adultes pour nous aider à planifier, à organiser, à structurer cet événement-là. On mobilise aussi les instances de l'ICA, bien entendu. Je pense notamment au comité des politiques en éducation des adultes qui nous a permis à plusieurs reprises déjà d'avoir des réflexions très intéressantes puis de penser à des angles qu'on n'avait pas vus dans l'organisation de cet événement-là. Il y aura bien entendu des espaces d'échange et de réflexion. Le webinaire d'aujourd'hui en est un bon exemple. Il y en aura d'autres tout au long de la démarche vers le forum jusqu'au mois de juin. Il y aura des consultations, on va les présenter un peu plus tout à l'heure, donc une période de consultation pour aller recueillir le plus largement possible le point de vue, les réflexions, la vision des gens, des personnes qui travaillent en éducation des adultes sur l'éducation des adultes, sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes. Ce qui va nous amener au forum au mois de juin et on espère qu'on parle déjà d'après-forum qui pourra avoir une suite au forum, notamment à partir peut-être des chantiers sur lesquels nous aurons travaillé ensemble. Donc, pour présenter les différentes stratégies de consultation qu'on va utiliser ou les manières qu'auront les personnes et les organisations d'exprimer leur point de vue, je vais passer la parole à ma collègue Jessica. Alors, bonjour à vous, merci d'être là. Donc oui, il y a 3 manières finalement d'exprimer votre point de vue durant les consultations. Donc 3 manières de participer à cette démarche co-constructive. La première via une série de balados, la seconde par des rencontres d'échange et la troisième donc par le biais d'un sondage en ligne. La première forme de consultation est celle du balado qui s'intitule « En route vers le forum » et qui a commencé déjà il y a quelques semaines. Cette formule, en fait, elle permet de donner une voix privilégiée à des acteurs et des actrices qui œuvrent dans le milieu de l'éducation des adultes. En fait, ça permet de les mettre en valeur, de mettre en valeur l'organisme pour lequel ils travaillent, de rendre compte en fait de leur expérience, de leurs défis, de leurs enjeux, mais aussi de leur vision de l'éducation des adultes, tout en amenant toujours ces personnes finalement à réfléchir aux notions de bien public et de bien commun. Donc, dans l'optique de penser en fait leur pratique et leur secteur dans une vision plus collective des choses. Donc, ça, c'est pour la première formule. La seconde formule, c'est sous forme de consultation que nous avons appelée les rencontres d'échange. Donc, ça va être sur l'autre. Voilà. Donc là, c'est une formule un peu moins formelle que celle du balado. Elle consiste en fait à aller à la rencontre de personnes, d'organismes, d'institutions, de lieux d'éducation pour encore une fois mieux comprendre qui sont ces gens-là, ce qu'ils font, à quoi ils se confrontent au quotidien et bien sûr pour initier encore des discussions et des réflexions autour du bien public et du bien commun et de son potentiel en éducation des adultes. Et donc, c'est une formule qui va commencer dans les prochains jours. Et la troisième formule, c'est le sondage en ligne, en fait, qui est un peu en quelque sorte le fruit en fait, des réflexions et des questionnements en fait, qui vont être soulevés pendant les deux autres formes de consultation et qui va nous permettre en fait de rejoindre plus de monde parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps et de recueillir en fait un maximum de témoignages et de points de vue aussi. Donc en fait tout ça, donc c'est voilà les résultats attendus. En fait, le but de ces approches participatives étant donc de recueillir le maximum de points de vue et de visions de personnes qui œuvrent toujours dans le milieu de l'éducation des adultes pour d'une part être en mesure de faire des passerelles entre les différents secteurs,
mais aussi pour pouvoir alimenter la réflexion sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes pour ouvrir notre forum. Et aussi, on va en profiter ici pour vous lancer un appel. Si vous souhaitez donc participer à l'une ou l'autre de ces approches participatives sous quelque forme que ce soit, vous êtes les bienvenus. Plus il y aura de témoignages et de points de vue différents et plus je pense que nous aurons de chances de créer ensemble un forum qui aura un impact concret. Voilà. Non, merci Jessica. Et tout ce que Jessica vient de présenter, qu'on va recueillir et documenter, dont bien entendu, il va être accessible gratuitement, notamment sur le site Internet du Forum, qui va être lancé le 1er février. Il y a eu une petite interférence. Donc, le 1er février, on va lancer le site Internet du Forum qui va nous permettre de tout centraliser à cet endroit-là. Donc, ça va être l'endroit pour s'inscrire au forum, ça va être l'endroit pour avoir toutes les informations sur le déroulement du forum, mais également de la démarche vers le forum. Ça va être également l'endroit où il va être possible de partager du contenu sur le bien public et le bien commun. Vous aurez envie de partager des articles, des documents, des présentations, des références, des bibliographies, des fichiers audio. Donc, ça va être un endroit où on va pouvoir partager collectivement du contenu et pouvoir échanger également autour de ce qui sera partagé. Donc ici, bon, vous voyez l'adresse, mais on va la republiciser lorsque le site Internet va être officiellement public le 1er février. Donc l'idée, c'est quand même aussi que tout ce que nous, on va récolter, donc on puisse le mettre là, que ce soit le balado, bien entendu, qui va être accessible normalement à partir, le premier épisode à partir du mois de mars, les gens qu'on va aller rencontrer, donc on va documenter ce qui ressort de ces rencontres-là et encore une fois, le mettre sur le site Internet pour que ça puisse permettre d'alimenter la réflexion des gens, favoriser la réflexion, toujours en vue du forum. Donc, on en arrive aux notions de bien public et de bien commun dont on vous parle depuis déjà plusieurs mois. Donc, comme le disait Daniel au début du webinaire, donc pourquoi s'intéresser à ces notions-là? On part de l'idée que ça nous permet d'appréhender, ça nous va peut-être nous permettre d'appréhender les transformations et la recomposition du monde de l'éducation des adultes, de penser ou de repenser justement le rôle de l'État également à ce niveau-là, et puis de créer des espaces de concertation entre les secteurs et les lieux d'éducation des adultes, de penser aussi la complémentarité et la part des différentes organisations, institutions à l'éducation des adultes. Donc, avant d'entrer un petit peu plus dans qu'est-ce que nous, comment nous, peut-être on le comprend pour le moment, le bien public et le bien commun, j'aimerais ça vous inviter à un petit exercice qu'on a déjà fait en équipe et qu'on va certainement refaire lors du forum, c'est de nous partager à chaud qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous pensez quand on dit bien public et bien commun, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit. Donc, je vous inviterai à aller sur WooClap, donc www.wooclap.com, d'utiliser le code, c'est le code de l'événement pour rentrer sur la page. Donc, le code, c'est DDEMLQ. Et une fois que vous entrez ici, donc, vous pouvez rentrer plusieurs réponses. C'est quoi les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit quand on parle de bien public et de bien commun? Je vais moi-même changer de page pour vous montrer donc le nuage de mots qu'on peut créer collectivement. Je vais lancer le partage maintenant. Alors, on va voir apparaître tranquillement. Donc, plus c'est gros, plus ça veut dire que de personnes ont mentionné les mêmes mots. Donc, on a accessibilité en gros.
qui grossit, la communauté, le collectif, la gratuité, le financement, les ressources. Ça bouge beaucoup, la démocratie, les compétences, non à la privatisation. Le social, l'État élargit la mobilité, les compétences, services publics, l'équité. J'ai vu la reconnaissance des acquis, des compétences. Donc, on a toujours l'accessibilité puis l'équité au milieu, c'est intéressant. Les compétences aussi qui grossissent un petit peu, la gratuité. Merci de vous prêter au jeu. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui ressort de nos têtes. Puis on a toujours l'accessibilité et l'équité au centre. Donc, je vais le laisser ouvert si vous voulez continuer à y contribuer. Puis je vais continuer en reprenant ma présentation. Et je le remettrai à la fin pour qu'on voit s'il émerge quelque chose d'autre ou est-ce qu'on a toujours les mêmes mots qui sont au centre. Donc voilà, en fait, ces notions-là, elles sont super intéressantes, mais il y a énormément de définitions du bien public, du bien commun, bien commun au singulier, au pluriel, et des communs. Des définitions aussi qui varient beaucoup selon les disciplines, qu'on soit en sciences politiques, en droit, en économie, en sciences de l'environnement. Donc, il y a toutes sortes de conceptions de ces notions-là. Elles impliquent aussi toutes sortes de notions qu'on voit utiliser ou travailler de différentes manières. L'appartenance, donc, est-ce que c'est un bien qui appartient à tout le monde? Est-ce que c'est un bien privé? La gouvernance, quelle modalité de gouvernance ou de gestion ça implique? La question de la propriété, donc, est-ce que ça appartient à tout le monde? Qui est propriétaire d'un bien ou d'une ressource? On voit aussi souvent les termes bien commun et commun utilisés comme des synonymes, mais parfois avec des sens complètement différents. Donc ici, dans notre compréhension, on les distingue. Puis c'est vrai que depuis le début, nous, on parle vraiment à l'ICA du bien commun au singulier. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on entend par là. Bien, tout d'abord, le bien public. Donc, l'éducation des adultes comme bien public, ça implique nécessairement de reconnaître à l'État et au pouvoir public un rôle central. Donc, l'État est impliqué en éducation des adultes. On pense juste à la formation générale des adultes, au centre de formation professionnelle, au financement que l'État donne à différents organismes communautaires qui vont œuvrer en alphabétisation, en éducation populaire, etc. Donc, l'État joue un rôle important. Donc, le bien public nous permet de le reconnaître, mais ce n'est pas le seul acteur, bien entendu. C'est pourquoi on trouve que le bien commun permet justement d'aller ratisser un peu plus large. Mais le bien commun, ça réfère tout d'abord, bien entendu, à des visées communes, des objectifs d'une société, à l'intérêt général, au bien vivre. Et il est évidemment défini de manière différente selon les contextes, selon les sociétés, selon les époques. Dans le contexte du forum, puis dans notre travail, on trouve que cette notion-là permet aussi de reconnaître et de valoriser l'apport et la complémentarité de tous les acteurs, les actrices, les organismes et les lieux qui sont impliqués en éducation des adultes. Une définition de l'UNESCO, donc selon l'UNESCO, la notion d'éducation considérée comme un bien commun réaffirme sa dimension collective en tant qu'entreprise sociale commune, avec une responsabilité partagée et un engagement en faveur de la solidarité. Je vais partager un petit extrait du premier balado sur lequel Jessica travaille qui permet de voir justement une autre compréhension aussi du bien public et du bien commun. C'est un petit extrait très intéressant d'un entretien avec Daniel. Donc, donnez-moi une petite minute. Et je vais partager l'extrait.
Le bien commun, c'est un objet, une ressource, une idée qui bénéficie à la communauté, puis même à l'humanité au complet. Le bien public, c'est parmi ces idées-là, il y en a certaines qui sont tellement importantes qu'on va les confier à l'État. Donc, on veut qu'un service public s'en occupe. L'exemple le plus facile pour l'illustrer, pour moi, c'est l'environnement. Je peux être le plus grand spécialiste des questions de développement durable au monde. Si je suis seul, je n'ai aucun bénéfice privé. Il y aura une crise climatique quand même. C'est l'ensemble de l'humanité qui est concernée par ces questions. Donc, l'éducation au développement durable est un bien commun. Mais c'est tellement important que maintenant, on veut donner la responsabilité à l'État de le faire. Autre exemple, que tous les citoyens aient un minimum de connaissances et de compétences pour fonctionner dans la société, c'est un bénéfice social, c'est un bénéfice commun, c'est aussi un bénéfice privé, la personne qui l'a est capable de fonctionner, mais c'est un bénéfice commun. C'est tellement important qu'on en fait un réseau public d'éducation avec le diplôme d'études secondaires. Que tous les individus aient des connaissances de base, c'est tellement important comme bénéfice collectif, social et commun, qu'on va en faire un bien public et rendre l'État responsable. En éducation, c'est autant par les contenus que par les lieux. Quels sont les lieux dont l'existence et quelles sont les connaissances dont l'existence est un bénéfice pour l'ensemble de la collectivité, de l'humanité. Et parmi celles-ci, lesquelles sont tellement importantes qu'on rend l'État responsable d'assurer, donc l'instrument collectif commun, l'État, qu'on rend l'État responsable d'assurer que ça soit livré. Réfléchir au bien commun et au bien public en éducation des adultes, c'est vraiment rendre effective la société du savoir, puis mettre le savoir au service du progrès des individus, des communautés, de l'humanité, et pas juste un bénéfice commercial, salarial de chacun dans son coin qui s'en sorte dans une économie du savoir. Ça, c'est insuffisant, c'est incomplet, et c'est probablement dangereux, comme le dit et le redit l'UNESCO, l'ONU, la crise climatique a à sa source l'ignorance des gens. Voilà. Alors, on retourne à la présentation. Suite à cet extrait-là, qui met encore un peu de chair, de contenu autour du bien public et du bien commun, dont on pourra discuter après. Donc, ensuite, après le bien public, après le bien commun, on a les communs. Donc, encore une fois, on ne prétend pas ici avoir une réponse définitive, une définition définitive, mais c'est seulement pour partager vraiment certaines idées. Donc, les communs, c'est quoi? C'est des ressources qui sont partagées, qui sont gérées, qui sont entretenues, produites également par un groupe de personnes, une communauté, qui vont se donner des règles, donc une gouvernance décidée par le groupe. On voit souvent cette triade-là présentée. Donc, on a la communauté qui va travailler, œuvrer autour d'une ou deux ressources qui peuvent être matérielles ou immatérielles et qui va se donner des règles de gouvernance. Et autour de ça, on a aussi tout un faisceau de droits que la communauté va peut-être décider d'accorder à la ressource. Donc, si on pense par exemple à l'informatique libre, donc on va décider à quoi est-ce qu'on donne accès, est-ce que tout est en libre accès, est-ce que tout est en open source, donc on va vraiment décider de donner toute une sorte d'accès et aussi d'obligation autour de ce fonctionnement-là. Donc, ce n'était qu'une petite entrée en matière. On aura Michel Briand avec nous qui va pouvoir nous en dire beaucoup plus sur les communs et nous donner des exemples de communs en éducation des adultes. Je vais départager la présentation pour le moment. Je ne sais pas si il nous a déjà rejoint. Oui, je le vois présentement avec nous. Bonjour, Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Donc, avant que vous arriviez, on a fait un petit tour de notre événement, de la démarche vers le forum qui va se dérouler jusqu'au mois de juin. On a donné quelques idées sur les notions de bien public, de bien commun et de commun.
Puis, bien entendu, ben, on aimerait vous donner la parole pour que vous nous en parliez davantage. Qu'est-ce que c'est les communs en éducation des adultes? Voilà, alors la parole est à vous. Merci. Donc là, j'ai réussi à m'organiser parce que je suis aussi intervenu cet après-midi à Marseille à des journées des formateurs des bibliothèques universitaires sur ce sujet de la coopération et des communs. Alors, moi, mon propos, c'est un petit peu d'expliquer à la fois la coopération ouverte et les communs. Alors, je relie un peu les deux parce que les deux, pour moi, passent par un changement de posture. C'est-à-dire que développer des communs ou développer de la coopération ouverte, c'est des choses qui ne sont pas complètement naturelles parce que, au moins, je dirais en France, on a plutôt appris à l'école à cacher notre copie qu'à partager, à rendre, à publier et dire ce qu'on fait et à le mettre en partage. Donc, cette notion de coopération ouverte, c'est une notion qui date d'une vingtaine d'années avec des travaux sur l'innovation ouverte. C'est aussi hérité un peu du logiciel libre. Et l'idée, c'est que quand je coopère au sein d'un groupe, j'essaie de faire en sorte que ce que je produis puisse être réutilisé au-delà du groupe. Donc, vous donner un exemple, j'anime un magazine qui s'appelle Innovation pédagogique sur l'enseignement supérieur francophone et on publie des contenus qui nous sont propres, mais aussi beaucoup de contenus qui viennent d'autres magazines. Et donc, tout ce qu'on trouve intéressant dans d'autres magazines, à partir du moment où on a les droits de le publier, on le republie, enfin pas tout, mais on publie quand même 2 articles par jour, c'est quand même pas mal. Et donc, comme ça, on produit des contenus sur les innovations pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Et depuis 2 ans, on a considéré que le problème principal auquel on allait être confronté, c'est la transition écologique et les crises climatiques. Et donc, on a ouvert aussi tout un champ sur comment enseigner la transition dans l'enseignement supérieur. Donc là, c'est un exemple un petit peu de commun, bien qu'il n'y ait pas une grande communauté. Il y a quand même, je dirais, une trentaine de magazines qui participent un petit peu, qu'on réutilise, mais il n'y a pas une communauté vivante qui se réunit, mais ça participe un peu quand même de cette coopération ouverte. Aujourd'hui, on a essayé d'agréger un peu les choses. On est arrivé à 112 sites, publications, magazines francophones de l'enseignement supérieur qui acceptent de partager. Alors, il ne s'agit pas de cession de droit, il s'agit de partage, c'est-à-dire qu'en droit français, comme je pense en droit québécois, l'auteur est auteur et donc il y a un copyright, on ne peut pas reprendre des contenus d'un auteur sans son autorisation. Donc, en général, dans ces sites, on utilise une licence Creative Commons qui élargit les libertés. Mais il n'y a pas de cession de droit. C'est simplement l'auteur décide que ce qu'il a produit peut être utilisé par d'autres avec usage ou non commercial, avec modification ou pas modification. Donc, ça, c'est toute la variété des licences Creative Commons. Donc, les communs se différencient un petit peu des biens communs et du bien public par le fait que c'est quelque chose qui a un auteur, mais avec des conditions de liberté d'usage qui sont augmentées. Alors, il y a les communs numériques dont on va un peu parler parce qu'on est dans le domaine de l'enseignement et de la formation, mais je dirais la plupart des pratiques des communs sont des pratiques qui se font, je dirais, dans les quartiers et les villages. En Bretagne, par exemple, on a 2000 jardins partagés. Avec 15 personnes par jardin, ça vous fait quand même 30 000 personnes qui participent à des communs. Si on ajoute à ça les Repair Café et toute une série d'actions où les gens gèrent ensemble les incroyables comestibles ou d'autres, on est sur une région comme la Bretagne qui fait 3 millions d'habitants, on est probablement entre 50 000 et 100 000 personnes qui pratiquent les communs. Et ce qui est intéressant dans l'exemple des jardins, c'est que d'un jardin à l'autre, la gouvernance va être différente. Dans un jardin, on pourra avoir des lots séparés. Dans un autre, c'est la production qui sera partagée en commun. Chaque jardin a ses règles. Donc, il y a une production qui varie d'un jardin à l'autre, mais il y a aussi une gouvernance qui varie d'un jardin à l'autre. Ces communs ont été remis au goût du jour par Elinor Ostrom, un prix Nobel d'économie, et donc aujourd'hui, on voit ces communs relativement se développer.
Vous avez plusieurs sites québécois qui sont sous des licences Creative Commons qui en permettent la réutilisation, comme le GRIP, par exemple, et le site Pédagogie universitaire, qui est sur une licence Creative Commons, si je me rappelle bien, d'usage non commercial, mais on peut reprendre les contenus et les adapter. Et je dirais que globalement, il y a un petit peu plus de sites qui partagent des contenus, je dirais au Québec, au moins soutenus par les institutions qu'en France. En France, à ma connaissance, il n'y a aucune université qui a un portail de ces ressources libres comme on peut le trouver au Québec. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dirais, dans une France, je dirais, où il y a un enseignement, enfin, il y a une organisation très jacobine et très cloisonnée, les choses restent à l'intérieur. Ce qui est produit dans une université reste interne et c'est relativement peu partagé. Donc, dans ce projet d'innovation pédagogique, on a expérimenté un premier commun. Et puis, donc, durant la crise du Covid, on a été interpellé par un organisme qui s'appelle le CNFPT, qui est le Centre de formation des personnels territoriaux en France. Donc, ils forment les agents des collectivités. Ils ont à peu près 1 million de personnes qui suivent les formations chaque année. Et donc, on les a aidés à faire un site pour répondre un peu au temps du Covid où les gens ne pouvaient plus travailler ensemble, si ce n'est à distance. Et on a ouvert un espace collaboratif qui s'appelle Riposte Créative Territoriale pour permettre de coopérer. Et là, par rapport au site dont je parlais tout à l'heure, Innovation pédagogique, on a franchi une étape, c'est-à-dire qu'on ne propose plus un article, on peut écrire directement dans un wiki, comme Wikipédia d'ailleurs. Et on a mis en place des formulaires pour que les gens puissent décrire une ressource ou décrire une initiative simplement en remplissant des champs d'un formulaire et en mettant une adresse, c'est géolocalisé. Donc, on a essayé de réduire le pas à franchir pour écrire parce que l'expérience que je peux avoir, je dirais en France, que ce soit l'enseignement supérieur, mais j'ai aussi été élu sur le numérique à la ville de Brest. Et donc, on a développé des sites contributifs où tout le monde a le droit d'écrire, mais c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, il faut d'abord convaincre les élus, et je dirais très peu d'élus sont prêts à accepter d'ouvrir un site où tout le monde a le droit d'écrire, mais la grande difficulté, c'est amener les gens à écrire, amener les gens à publier, parce qu'encore une fois, on n'a pas appris à publier à l'école. Donc, à travers les ripostes créatives, on a essayé de mettre en place un système, je dirais, dont la barrière d'accès est plus petite. Et donc, on a développé riposte créative pédagogique. Au départ, donc, pour mutualiser des ressources sur l'hybridation, on a organisé toute une série de webinaires, une trentaine à peu près, 30-35, dont 5 ou 6 avec des Québécois. Et donc maintenant, pareil un petit peu que sur Innovation pédagogique, depuis l'année dernière, comme on a considéré que la riposte, ce n'était pas tellement par rapport au Covid, mais essentiellement par rapport à la crise écologique, crise énergétique, crise de la biodiversité, crise du climat, etc., eh bien, on a essayé de favoriser l'enseignement de la transition dans les universités et dans les écoles. Donc, on a toute une série de webinaires sur ces questions-là et de ressources. Je crois qu'on a à peu près une centaine actuellement de fiches initiatives et ressources qui essayent un petit peu de donner à voir ce que font les uns et les autres sur cette question. Et donc là, pour nous, c'est un commun, c'est-à-dire qu'on a un petit groupe d'animation de riposte créative pédagogique qui essaye d'animer donc la proposition d'initiatives, de ressources et de webinaires. Par exemple, mardi, on a fait notre premier webinaire sur le b.a.-ba des émotions. Parce que lorsqu'on enseigne la transition à l'université, ça amène des questions. Les étudiants sont parfois un petit peu bouleversés. Et donc, on est obligé de prendre en compte la question des émotions, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants. Or, aujourd'hui en France, cette question des émotions, elle ne figure pas dans les cursus de formation des enseignants du supérieur. Et donc, on pense que c'est important. Et donc, du coup, on fait des webinaires, on fait un cycle de webinaires là-dessus, sur cette question des émotions. Donc là, c'est encore un petit exemple de commun qu'on est en train de développer avec donc des ressources qui sont réutilisables. Et l'idée de dire que si quelqu'un dans son université fait quelque chose d'intéressant pour enseigner la transition ou pour les formations hybrides, il peut le partager avec d'autres. Par exemple, sur Grenoble, les formations d'ingénieurs ont développé en commun une formation de dernière année de 6 mois
sur la transition. Et ben, du coup, on l'a présenté et de façon à ce que ça puisse inspirer d'autres établissements d'enseignement supérieur. Et dernier élément, peut-être avant un petit temps de questions, là, je participe aussi à une association en France qui s'appelle la COP des communs. Et donc, dans le cadre de la COP des communs, il y a un groupe qui s'est mis en place sur la transmission et j'ai proposé l'idée de créer un espace collaboratif sur comment former au commun. Et donc là, ben, je l'ai ouvert ce matin, donc après, une fois que l'idée a été émise, parce qu'on utilise des outils qui sont logiciels libres et très conviviaux. Donc, pour développer un site web collaboratif, il faut quelques heures, quoi. Là, j'ai mis 5 heures pour l'ouvrir, ce site-là. Et donc, maintenant, le gros du travail, ça va être justement de trouver des ressources sur les communs et surtout de voir les conditions d'usage. Parce que des ressources éducatives libres avec des catalogues, il y en a plein. Par contre, on a assez peu de cas d'usage, c'est-à-dire comment moi j'ai réutilisé telle ressource et pour quelle formation. Donc, l'idée que l'on a et qui reste à expérimenter, c'est comment on va croiser les ressources, les cas d'usage et les formations ou les acteurs qui utilisent ces ressources et dans quel cas. Donc, voilà encore un commun qu'on va essayer de développer pour l'enseignement supérieur. Et comme je suis en Bretagne, ben, on a aussi un Riposte Créatif Bretagne où là, on a, je dirais, à peu près 700 fiches initiatives autour des solidarités pendant le Covid, puis maintenant autour de tout ce qui concerne des collectifs climat et les gens qui s'organisent pour effectivement essayer de ralentir un peu les crises ou y répondre, s'adapter par rapport aux crises que l'on a. Et donc, c'est encore un autre exemple de commun qui n'est pas dans le domaine de l'éducation, mais qui est dans le domaine d'un territoire régional. Et dans le domaine de l'éducation, on a aussi un magazine qui s'appelle Bretagne éducative, où on essaye aussi de développer une écriture collaborative autour de l'éducation, mais là, tous les niveaux, donc primaire, école secondaire, école universitaire. Et c'est un peu compliqué parce que c'est souvent dans tous ces projets, on est quelques bénévoles et on n'a pas, comme ça peut être le cas pour le GRIP au Québec, on n'a pas de moyens institutionnels. Donc, les communs, c'est aussi une implication volontaire de personnes, souvent, pour développer ces communs. Un autre exemple de commun qui peut être parlant, en France, on a une association qui s'appelle Framasoft qui développe des services numériques qui peuvent être donc ouvrir des sites web, des wikis, des listes de diffusion, de l'hébergement de vidéos. Et c'est ce groupe Framasoft, Framablog, il ne peut pas répondre à toute la demande. Donc, il fonctionne dans une logique un peu d'archipel avec ce qu'on appelle les chatons, c'est-à-dire les collectifs d'hébergeurs associatifs. Et donc, par exemple, on a un chaton à Brest et toute personne, toute association peut demander d'ouvrir un site web, d'ouvrir des listes de diffusion, un wiki, etc. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un commun, c'est-à-dire que tu as un certain nombre de personnes qui sont regroupés dans l'association, qui font vivre un peu ces services web et les donnent aux habitants. Et là, c'est intéressant parce que moi, je pense que offrir aux habitants, aux associations, aux acteurs du territoire la possibilité d'avoir des listes de diffusion qui ne dépendent pas de Gmail, d'avoir des sites web qui ne dépendent pas des GAFAM, etc. Pour moi, ça devrait être un bien commun. Ça devrait être effectivement, ou bien public, ça devrait être l'État qui devait mettre ça en place. Mais je ne connais aucun pays dans le monde où effectivement l'État a développé des services comme ça qui permettent d'échapper aux GAFAM et d'avoir des solutions locales, utilisant des logiciels libres, respectant les libertés individuelles, n'accaparant pas les données personnelles, etc. Donc là, on a des communs qui sont ces chatons, qui sont développés dans quelques endroits en France et qui permettent aussi de donner des services aux habitants avec un collectif qui anime cette association, qui est subventionnée par la ville de Brest. Donc, la collectivité intervient pour aider, mais c'est bien une gouvernance en commun qui se met en place pour ce chaton. Voilà un petit peu pour cette introduction. Je ne veux pas être trop long non plus et peut-être avoir un temps de répondre à quelques questions.
Merci beaucoup pour ce partage d'exemples fort intéressants qui traitent beaucoup des communs numériques et informationnels. Peut-être qu'il y aura des questions à savoir, est-ce qu'on peut penser à d'autres types de communs? Moi, en vous écoutant, je pensais à l'éducation populaire puis au groupe d'alphabétisation populaire qui sont créés par la communauté, par un groupe de citoyens, de citoyennes qui sont gérés en commun. Donc, il me semble que c'est d'autres types de communs intéressants à mettre en évidence. Alors, juste pour répondre, peut-être compléter là-dessus, hein, donc, parce que j'ai limité les exemples, tout ce qui est capteur citoyen, donc capteur sur la qualité de l'air, capteur sur la qualité de l'eau, c'est des communs. Et en France, il y a une association d'éducation populaire qui s'appelle les Petits Débrouillards, qui développe aussi des communs. Et tout le réseau des Fab Labs, des laboratoires de fabrication numérique, sont aussi des gens qui produisent des visières ou pendant le confinement ou autre, qui produisent des objets qui sont réutilisables et dont le code d'utilisation est libre. Donc, c'est des mouvements aussi qui participent au commun. Je crois qu'il y avait Mélanie qui avait levé la main. Oui, en fait, vous avez répondu un peu à une première question qui était justement en dehors du monde virtuel, qu'est-ce qu'il y a pour la collaboration, mais aussi, est-ce qu'il y a des espaces concrets de collaboration vraiment dans le monde qui n'est pas virtuel, mais aussi où est-ce que vous voyez là-dedans les formules coopératives? Au Québec, on a beaucoup de coopératives d'habitation, coopératives financières, coopératives de ça. Est-ce que vous voyez une place dans les communs justement aux coopératives? Alors là, ça dépend à chacun. C'est-à-dire que dans le mouvement qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, par exemple en France, il y a beaucoup d'acteurs ne partagent pas leur contenu. Donc, ils sont dans une logique plutôt de coopération qui est fermée pour leur groupe. Ils ne sont pas forcément dans une coopération ouverte. Mais il y en a effectivement dans ce monde des coopératives et de l'économie sociale qui partagent. Mais si vous allez voir, par exemple, les sites web de ces coopératives, je pense par exemple en France, la Ligue de l'enseignement ou des choses comme ça, vous voyez que les contenus qui sont produits par ces organismes sont interdits de réutilisation, avec menace de poursuite judiciaire en cas de réutilisation. Donc, ils ne sont pas dans une logique de partage, ils sont bien dans une logique de dire « Ok, on coopère entre nous, mais ça nous appartient et d'autres ne peuvent pas l'utiliser. » Donc ça, c'est une limite que je vois relativement importante à la coopération. C'est pour ça que j'emploie le mot coopération ouverte. Et je dirais c'est important aussi d'interroger ces acteurs des coopératives et de l'économie sociale et solidaire pour les amener à évoluer. Pour donner un petit exemple, un gros réseau en France, c'est le réseau Colibri, qui travaille sur ces questions un peu de transition, d'oasis, etc. Ça regroupe à peu près 100 000 personnes. Et ce réseau, jusqu'à quelques années, travaillait de manière aussi fermée, c'est-à-dire que leurs outils n'étaient pas des outils libres et ce qu'ils produisaient n'était pas réutilisable. Il y a eu un travail qu'on appelle d'alignement, faire en sorte que les valeurs qu'ils défendent autour de la coopération et du partage, et bien, ils les pratiquent aussi sur leur contenu. Et donc, accepter que ce qu'ils produisent soit réutilisé par d'autres. Et aujourd'hui, les universités des Colibris, les universités du Nou en France, produisent des MOOC ou autres qui sont effectivement des contenus réutilisables. Dans les exemples concrets, il y a aussi tous les réseaux des Repair Café, qui sont dans une logique aussi de partage et de commun. Donc, les communs, il y a quand même vraiment une grande variété. On les trouve aussi en santé, lorsque effectivement les gens s'organisent pour ne pas produire avec des brevets, ne pas interdire la réutilisation. Dans l'agriculture, autour de l'agriculture biologique et du développement durable, il y a aussi beaucoup de communs. Et pour travailler un petit peu sur les questions de transition, c'est très différent. C'est-à-dire que le nombre d'acteurs qui acceptent de partager leur contenu lié à la transition est beaucoup plus important que dans le reste des activités. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont conscience de l'urgence de la crise et se disent, mais face à cette urgence, on ne peut pas attendre. Et donc, ce que je fais, je vais le mettre aussi à disposition d'autres. Une autre idée que je n'ai pas développée, mais que j'avais fait ce matin d'après-midi, c'est l'idée de compostage. On est dans un monde où, de plus en plus, on essaye de composter, que ce soit les déchets ménagers pour produire du terreau, mais aussi faire en sorte que les objets qu'on produit soient réutilisables, c'est tout ce qui est l'économie circulaire, etc. Mais aujourd'hui, quand un prof part à la retraite,
toute son œuvre finit dans un tiroir. C'est-à-dire qu'il y a peu, je ne connais pas d'exemple de professeurs qui, partant à la retraite, composte son œuvre, fait en sorte que les dizaines d'années d'enseignement, les centaines de contenus qu'il a produits soient réutilisables par d'autres. Donc, cette idée de compostabilité d'un enseignant qui part à la retraite, qui a fait des choses formidables et qui vont mourir sans réutilisation, ou de faire en sorte que dans un projet qu'on développe, les briques soient organisées, construites de façon à être réutilisables par d'autres. Ça, c'est des choses importantes et sur lesquelles, effectivement, il faut commencer à travailler. Comment faire en sorte que, étant à la retraite, ce que j'ai fait serve encore à la société et à d'autres personnes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Pierre? Oui, j'aurais deux questions. La première, je ne sais pas si je fais l'avocat du diable, mais je ferai une curiosité qui en même temps donne un peu mon âge. Est-ce que ce n'est pas une retraduction des mouvements autogestionnaires des années 60-70 que de parler en termes de commun? Je fais vraiment l'avocat du diable pour vous pousser un peu là, à ce niveau-là. Ma deuxième question, c'est vous mettez beaucoup de l'avant justement des pratiques de collaboration ouverte, de collaboration qui, pour moi, comme je le disais, là, s'oriente un peu autour des enjeux d'autogestion. Mais c'est quoi les relations qu'on peut avoir entre des dynamiques de ressources partagées localement, régionalement, par rapport à une logique étatique et une logique de service public? Alors, c'est vrai que moi, je suis passé aussi un peu par ces idées-là dans les années 70. Je suis un peu âgé aussi, je suis à la retraite professionnelle. Donc, il y a sûrement des réminiscences. Et il y a le fait, effectivement, qu'on s'auto-organise. Et pourquoi on s'auto-organise? Parce qu'effectivement, au moins en France, l'État n'est pas moteur sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune université qui a un portail de cours ouvert, c'est-à-dire il n'y a aucune université qui dit, voilà, à cet endroit-là, les professeurs qui sont volontaires pour partager leurs cours peuvent le mettre et le donner à voir. Ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où l'État ne le fait pas, qu'aucune université ne le fait, qu'aucune collectivité ne le fait, moi, je dis, commençons à le faire nous-mêmes. Donc, il s'agit effectivement de faire ce que j'appelle des premiers plus petits pas possibles. Qu'est-ce qu'il est possible de faire déjà pour avancer un petit peu? Ce qui n'empêche pas d'essayer de travailler avec les collectivités. Là, on est en train d'essayer de mettre en place des conventions citoyennes sur le climat en Bretagne. Pour que ça marche, il faut qu'une collectivité dise oui. Donc, il s'agit bien d'essayer de faire avec les acteurs publics, mais on n'est pas obligé d'attendre. Les Jardins Partagés, c'est une association qui a développé ça et qui compte, je vous ai dit, il y a plusieurs dizaines de milliers de participants, même si une partie du financement vient des collectivités locales. Donc, c'est aussi parce que sur beaucoup de sujets, l'État est défaillant. Aujourd'hui, en France au moins, sur la transition, ce que fait l'État, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, par rapport à ça, il y a besoin de s'organiser et d'avancer. Et ça veut dire que si demain, je dirais, ce que je fais dans l'innovation pédagogique est repris de manière plus large avec des moyens d'une académie ou d'un collectif d'université ou de l'État, tant mieux. Et il y a tellement de choses à faire qu'on fera peut-être autre chose à ce moment-là. Mais en attendant, on s'organise et on fait en sorte effectivement que là où il n'y a pas de service public qui rend un service, là où le domaine marchand n'est pas non plus efficient, eh bien, on essaye de s'organiser pour créer des ressources qui peuvent être partagées et réutilisées dans cet esprit des communs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réflexions?
moi, je me permettrais peut-être d'en poser une, comme il n'y a pas de main levée pour le moment. C'est intéressant. On voit quand même beaucoup de différences entre la France puis le Québec parce que je crois que certainement presque toutes les universités québécoises ont mis en place des MOOC, en ont lancé et en lancent encore. Donc, il y a quand même beaucoup de pratiques à ce niveau-là, si on parle juste pour le cas des universités. Mon commentaire, c'était plutôt de réfléchir en fait qu'il y a beaucoup de pratiques collaboratives ici qui existent, de sites de partage de ressources pédagogiques. Il y en a en FGA, en formation générale des adultes, il y en a au niveau de l'université, de l'enseignement supérieur en général, mais c'est vraiment pas fréquent, sauf peut-être au sein de certaines communautés, d'en parler en termes de commun. Donc, il y a ces pratiques-là, mais on ne voit pas toujours associé à ces sites-là une référence au commun. Est-ce que vous voyez ça aussi du côté de la France, où peut-être où on revendique peut-être davantage cette notion-là de commun? Alors, dans les universités françaises, on n'a pas ces portails-là que vous pouvez avoir chez vous. On n'a pas grand-chose en termes de ressources éducatives libres. Donc, on part déjà de beaucoup plus loin. Donc, il y a des profs qui, à titre individuel, le font, mais je ne connais pas d'université qui le fasse. Donc, il y a cette première difficulté et le pas aussi franchir par rapport aux ressources éducatives libres et que je n'ai pas de recette miracle là-dessus, c'est le pas justement d'une réutilisation en termes de gouvernance contributive. Alors, on a des exemples où ça marche. Dans les Fab Labs, il y a des réseaux de Fab Labs qui partagent des recettes d'outils, d'objets fabriqués, et ça fonctionne. Dans les tiers-lieux, il y a aussi du partage d'organisation, de comment sont organisés les tiers-lieux. Mais dans le domaine de l'enseignement supérieur, moi en France, il n'y a pas encore grand-chose. Donc l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur les exemples existants donc, que je pouvais citer tout à l'heure, des Fab Labs, des tiers-lieux et autres, pour essayer de développer une culture du partage et de la réutilisation. Mais c'est vrai qu'un enseignant qui est formé dans les INSPE en France, dans les écoles de formation d'enseignants, n'a à aucun moment appris à réutiliser, à partager. Donc, il n'a pas appris à publier. C'est-à-dire que quelque part, s'il fait quelque chose d'intéressant, il n'y a que lui qui le saura, ses collègues et peut-être l'inspecteur d'académie. Mais il n'y a pas d'endroit où il pourra raconter ce qu'il fait, donner envie à d'autres de faire la même chose. Donc, cette idée un petit peu de donner à voir, pour moi, est importante. C'est-à-dire d'apprendre à raconter ce qu'on fait, à documenter ce qu'on fait pour que ce soit réutilisable. Merci beaucoup. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, donc il y avait d'abord Lisa et ensuite Mélanie. Oui, bonjour. Moi, je travaille dans un organisme d'alphabétisation populaire. Puis, peut-être comment je vois le bien commun en éducation, c'est un peu aussi dans la co-construction des savoirs. On travaille beaucoup de manière horizontale là, dans les groupes, à savoir que c'est les personnes qui participent à nos ateliers qui choisissent un peu c'est quoi les sujets. Fait que j'ai comme deux questions. Là. Une qui est par rapport à comme, quelle est la place de la co-construction du savoir versus suivre un programme de formation là, dans la conception du bien commun de l'éducation. Puis l'autre, c'est que je suis passée par l'université, puis en tant qu'étudiante aussi, c'est quoi la place peut-être de la notion de travail étudiant quand on parle de l'éducation comme bien commun? Comme est-ce que les étudiants, étudiantes rendent service à la société et donc font un travail pour la société au-delà d'aller chercher des compétences individuelles? Alors, sur Brest, j'ai une collègue qui s'appelle Monique Argouache qui développe des ateliers lire-écrire avec ATD Carmonde, qui est une association qui concerne des personnes très éloignées et très en difficulté sociale, et qui est dans cette démarche de co-construction avec les personnes. Et avant, parce qu'elle est à la retraite maintenant, avant, elle était professeure en dispositif relais. Les dispositifs relais, c'est des groupes d'élèves qui sont en échec au collège et on les sort du collège pour essayer de leur redonner la motivation. Et elle a eu l'idée de mettre ces élèves en grande difficulté en situation de professeur pour des personnes très âgées d'un EHPAD, d'une résidence de personnes âgées, plus de 80 ans à côté. Et les élèves en grande difficulté ont inventé des diplômes qui remettaient aux personnes âgées
en disant, bah voilà, vous êtes capable aujourd'hui d'envoyer un mail avec des photos à vos petits-enfants ou à leurs petits-enfants. Et donc, des élèves en très grande difficulté délivraient des diplômes. Et ce changement de posture a fait effectivement que, ces jeunes ont repris un peu de goût, effectivement, à étudier et à apprendre du fait de cette inversion des rôles. Et on a quelques exemples, mais encore relativement peu en France aussi, de cours dans lesquels l'enseignant propose aux étudiants de co-construire des notes de cours. Et il y a une professeure ici à Marseille qui, chaque année, fait remettre les notes de cours de l'année à la promotion suivante avec un petit cérémonial pour rentrer effectivement dans une logique où les étudiants enrichissent les contenus d'année en année. Et elle dit qu'elle voit le niveau de ses étudiants augmenter parce que les contenus de cours sont de plus en plus riches. Donc moi, je pense effectivement que la co-construction, ça pourrait s'apprendre dès le lycée ou plus tôt. En fait, rares sont les enseignants qui sont dans une logique de co-construction. Et pour revenir un peu sur le donné à avoir, aujourd'hui, la plupart des rapports, des mémoires d'étudiants, ils finissent dans les tiroirs, alors que les étudiants ont travaillé pendant un mois sur un sujet, ont produit quelque chose, et que ça vaudrait peut-être le coup de faire un résumé de ce qu'ils ont produit, le contexte, les résultats, les questions qui se posent, pour que ce soit visible par d'autres, réutilisable par d'autres. Ce n'est pas dans la logique de fonctionnement en France de faire en sorte que les mémoires des étudiants soient mis en ligne, au moins un résumé lisible de 2 pages, pour justement que ça serve à d'autres et les habituer à mettre en valeur ce qu'ils font. Mélanie ? Oui, Mélanie, la parole est à toi. C'est plus de l'ordre du commentaire. Je voulais simplement vous dire, monsieur, que c'est très surprenant ce que vous dites sur certains systèmes. Je suis une enseignante du secondaire, j'ai enseigné 20 ans. Puis, partager ce que tu fais avec d'autres, c'est normal. Ça arrive souvent. Souvent, c'est fait en commun. Puis, on est encouragé, au moins des enseignants qui sont plus à l'aise, à mettre leurs choses sur Internet, par exemple, sur des sites d'enseignants, ou de participer à des congrès ou autres, où est-ce qu'on explique, moi, dans ma classe, je fais telle chose, et on présente un projet qu'on a mis en place, ou des choses comme celle-là. Est-ce que je dois comprendre que même pour les enseignants de ce que nous, on appelle le secondaire, que vous devez appeler le lycée, je crois, ou le collège, là, ça ne se fait pas? Je veux juste être sûr que je comprends bien, là. Oui, tout à fait, ça ne se fait pas. Je ne connais pas de site de publication des initiatives d'enseignants en France. Mais est-ce que vous pensez, je rebondis sur la question de Mélanie, pensez-vous que ça se fait quand même peut-être à l'interne, sans que peut-être ça soit… Oui, c'est ça, publié sur des sites Internet, ces pratiques-là collaboratives peuvent exister? Que les gens coopèrent en interne au sein d'équipes pédagogiques, au sein d'un lycée, d'un collège, tout à fait. Et pourquoi ils ne devraient pas avoir à tout le monde? Je vais vous donner un exemple. Un de mes collègues sur Brest a développé un site qui s'appelle iVoix, i-voix, VOIX, qui est une production collaborative des élèves de première littéraire qui vont faire de l'analyse de texte et qui racontent des choses sur les textes qu'ils ont lus, et il y a cette production. Ce type d'exemple-là est vraiment très intéressant, mais je suis sûr qu'il y en a des centaines et des milliers. Le problème, c'est que c'est, à part des organismes comme le Café pédagogique, qui effectivement anime cela, mais qui est, encore une fois, c'est une association qui le fait, c'est pas l'État, c'est pas le service public. Il n'y a pas, lorsqu'on a créé Bretagne éducative en Bretagne, l'académie trouvait bizarre d'ouvrir un site où tout le monde avait le droit d'écrire. La plupart des sites académiques, vous envoyez quelque chose au rectorat qui va analyser et qui va peut-être reprendre ce que vous faites. Mais faire en sorte que chacun puisse raconter ce qu'il fait, ce n'est pas dans la culture en France. Merci. D'autres interventions, questions, réflexions? Il y a quelqu'un qui a partagé dans la discussion que le Moodle FGA-FP était un bel exemple où il était possible de reprendre un cours avec l'autorisation du créateur. Donc, le Moodle Récit FGA-FP.
Alors, sur les MOOC, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi en France, hein. Le problème, c'est qu'un MOOC, en général, c'est ponctuel, c'est-à-dire qu'il faut le suivre de tel moment à tel moment. Il y a une partie des MOOC qui laisse les ressources de longue durée. Et je parlais, moi, je dirais, de cours un peu plus longs, parce que les MOOC, c'est souvent 20 ou 30 heures, des cours d'université qui peuvent des fois faire 60 heures, 80 heures, et justement, du rôle qui, pour moi, devrait être celui de la présidence de l'université, d'encourager la coopération, d'encourager le partage. C'est là que je pense qu'il y a quelque chose qui est à inventer ou à essayer. Juste pour préciser, il n'était pas question d'un MOOC dans ce cas-là, mais de Moodle. Donc, à Non, partir mais de- c'est pour ton intervention tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est ça. Juste pour Les dire que Mood- c'est ça. Là, il voilà, était mais question de Moodle. Ouais. voilà, les Moodle en France, pratiquement tous les Moodle d'université sont fermés à clé. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais à une réunion des formateurs des bibliothèques et ils me disaient, eux, ils ont développé des contenus pour former les étudiants et c'est la seule partie du Moodle de l'université d'Aix-Marseille qui est accessible. C'est-à-dire que tout le reste des centaines, milliers de cours de l'université d'Aix-Marseille est fermé à clé. Biba? Oui, bonjour. Une discussion très intéressante, c'est sûr. Juste, je réfléchis à voix haute. Dans le cas de professionnels qui travaillent pour une organisation, donc ils ne sont pas professeurs ou chercheurs, professeur-chercheur dans une université, le travail qu'ils réalisent, ces professionnels, dans le cadre de leur travail, sur leurs heures de bureau, virtuelles ou physiques, appartiennent à l'organisation, les travaux appartiennent à l'organisation. Donc, c'est les règles des ressources humaines. Et dans ce cas-là, ça veut dire que toute question de bien commun, de partager des ressources, doit être travaillée au niveau individuel, c'est sûr, mais aussi au niveau de l'organisation. Après, il y a un petit peu un exemple positif, hein, sur Brest, on a mis des formations à la coopération, comme en général les gens n'ont pas forcément appris à le pratiquer, qui sont des formations Animacop. Hein, si vous tapez Animacop, vous les trouverez. Et les autres formations qui au départ a été créée sur Brest et Montpellier existent maintenant sur une dizaine de villes en France. Et eux, ils en vivent. C'est-à-dire que c'est le fait que des gens s'inscrivent à la formation qui permet de dégager un revenu pour ces personnes. Bien, malgré cette difficulté que s'y mettre des contenus, tout le monde peut les réutiliser, c'est ce qu'ils pratiquent depuis maintenant 10 ans. Et en fait, ça ne freine pas le développement du réseau parce que la vraie valeur ajoutée, l'animation et leur capacité effectivement à former à la coopération. Et en organisant de la coopération entre les acteurs de ce réseau, en coopération ouverte, ils améliorent plus rapidement leur contenu et donc ça développe leur activité plutôt que ça freine. Donc, quelque part, dans certains cas, en tous les cas, la coopération ouverte peut être un moteur de développement plus qu'un frein, là où on pense qu'il peut y avoir de la compétition. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, en tout cas pour le moment, je vous repartagerai notre nuage de mots. Qu'est-ce que ça a donné avant que vous arriviez, Michel? On a fait un petit exercice sur WooClap de à quoi est-ce qu'on pense quand on mentionne le bien public et le bien commun. Bon, je vais vous le partager à l'instant. Donc, voilà tous les mots, les idées qui ressortent de cet exercice-là, avec en gros, donc, qui ont été mentionnés le plus souvent, la question de l'accessibilité, du collectif, l'équité, la gratuité, la solidarité, les compétences, le partage, penser. Donc, vous voyez tout ce petit nuage de mots-là. Voilà. Et partage collectif, solidarité et gratuité, on est quand même dans des démarches effectivement que développent également les communs. Donc, il
même si c'est bien public et bien commun, on est quand même sur des choses, et je vois que l'État est tout petit, hein, c'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas forcément l'État ou le service public qui va développer ces communs. Et pour vous donner un dernier exemple, en Bretagne, depuis 10 ans déjà, ce sont les cartes d'OpenStreetMap, hein, qui est un commun, hein, c'est-à-dire c'est des cartes développées par les gens qui ont envie de développer ce commun, le fonds de cartes d'OpenStreetMap et le fonds de cartes du collectif GéoBretagne, qui regroupe toutes les collectivités territoriales en Bretagne, et non pas le fonds de cartes IGN. Le fonds de cartes de l'Institut géographique national est un second choix. Pourquoi? Parce que la coopération pour mettre en commun des données géographiques a été plus efficiente que le service public de l'État. Et aujourd'hui, donc, l'IGN, qui longtemps refusait de partager ces données, s'est mis effectivement au commun. Ils ont fait un appel à commun, justement. Et donc, moi, je me réjouis quand des services publics reconnaissent l'importance des communs et essayent eux aussi de contribuer au commun. Encore un petit exemple, sur Rennes, donc, il y a un laboratoire d'innovation publique qui est un service commun de l'État et des services décentralisés de l'État sur la Bretagne et des collectivités locales. Et un certain nombre de personnes ont essayé de travailler sur la facilitation. Ils ont produit un guide qui s'appelle Utilo sur la facilitation. Et donc, c'est 10 à 15 personnes qui travaillent dans un département, dans une ville, à la région, ou à la direction des routes, un service de l'État, qui ensemble ont produit un commun, ce guide. Et l'intérêt, c'est que en prenant un petit peu de leur temps de travail officiel, ils ont réussi de produire un guide qui aujourd'hui, en un an, a été téléchargé 6000 fois. Et je dirais aussi la coopération ouverte et les communs, c'est quelque chose qui entraîne de nouveaux projets. Là, ils sont en train maintenant de développer une monnaie temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'une collectivité aidera quelqu'un d'un service de l'État ou l'inverse, etc., gagnera des heures et qu'il pourra à son tour réutiliser pour être formé à autre chose. C'est un peu le principe des selles. Donc là, c'est encore un commun qui va se développer entre acteurs des services publics qui, tout en travaillant pour l'État ou pour une collectivité, vont développer un commun qui est cette entraide sur la facilitation pour que tour à tour, les uns et les autres deviennent facilitateurs dans leur structure d'intérêt général. Donc, si vous tapez Utilo, vous le trouverez très, très facilement. Le guide est téléchargeable et tous les contenus sont réutilisables. Et là, on lance une formation avec le CNFPT pour apprendre effectivement à devenir facilitateur dans son institution. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci pour toutes les initiatives, les idées, les exemples que vous nous avez partagés. C'est fort intéressant. Puis on voit les ponts qui existent entre la France, le Québec, les différences aussi qui existent, mais dans ces pratiques ouvertes, ces pratiques de collaboration. Donc, merci tout le monde d'avoir, s'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, merci d'avoir été présent pour ce webinaire-là. On vous rappelle que si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre à la démarche vers le forum, si vous avez envie qu'on vienne vous rencontrer dans votre milieu, qu'on vienne échanger avec vous, que ce soit pour une petite heure, que ce soit un avant-midi, que vous avez envie de nous partager ce que vous faites et ce que vous pensez du bien public et du bien commun, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire vraiment plaisir. Peut-être même qu'on vous a déjà contacté ou on va le faire. Je rappelle aussi que le 1er février, c'est la date où va être lancé le site du forum, où il va être possible de s'inscrire, où vous pourrez avoir aussi toutes les informations et également partager justement du contenu pour qu'on puisse nourrir les uns et les autres et nourrir la réflexion sur le bien public, le bien commun et les communs en éducation des adultes. Donc, et si quelqu'un sont intéressés pour, je dirais, former au commun, je vous mets l'adresse du site là, que je viens d'ouvrir sur justement espace de partage sur les communs. Bon, il n'y a pas encore grand-chose, hein, il date de ce matin, mais bon, l'idée aussi, c'est de partager les ressources pour faire en sorte de mieux faire connaître les communs. Et en fait, on s'aperçoit en échangeant qu'il y a des choses qui sont un peu plus avancées au Québec, il y en a d'autres un peu en France. Et en fait, on a besoin de ces échanges croisés parce que des choses qui paraissent, je dirais, un peu normales, comme vous disiez tout à l'heure sur le partage dans le secondaire au Québec, sont encore des choses qui ne sont pas courantes
au-delà de l'établissement en France, et peut-être qu'inversement, il y a des choses qui se font en France qui peuvent aussi vous intéresser. Tout à fait.